Aujourd'hui, nous allons décrypter un discours de Sergueï Lavrov qui défie ouvertement l'Occident et ses récits biaisés. Il déclare sans détour « Ce ne sont pas des territoires, ce sont les destins de peuples que Kiev et ses maîtres occidentaux veulent détruire. » Un propos qui frappe de plein fouet les doubles standards que l'Occident applique au droit international et à la charte de l'ONU. Lavrov démonte méthodiquement l'hypocrisie occidentale. Leur prétendu respect de l'intégrité territoriale utilisée à sens unique, leur silence complice sur le coup d'État de 2014, la guerre déclenchée contre le Donbass, l'écrasement des accords de Minsk et les discriminations légalisées contre la langue russe et l'Église orthodoxe. Il accuse aussi l'Occident d'avoir privatisé les postes clés de l'ONU pour en faire une machine anti-russe et de chercher à maquiller des forces d'occupation en force de paix. Il rappelle la rencontre d'Alaska entre Poutine et Trump, où fut reconnu que l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine était une erreur fatale, alors même que Bruxelles et ses satellites s'acharnent à saboter toute perspective de règlement politique. Lavrov dénonce la stratégie occidentale qui ne vise pas la paix, mais l'humiliation et la défaite stratégique de la Russie. La question est brûlante. L'Occident peut-il encore prétendre défendre la paix quand il ne fait qu'attiser le feu de la guerre et manipuler l'ONU à son profit? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous tenons déjà notre 9e table ronde dans ce format. Nous apprécions l'intérêt du majorité mondiale que vous représentez envers les efforts déployés face à la crise ukrainienne. Nous nous efforçons de présenter à nos amis notre position, nos actions et nos projets de manière aussi ouverte et précise que possible. Cette fois-ci, je voudrais examiner les événements, leur histoire et leur réalité actuelle à travers le prisme de la Charte des Nations Unies, ratifiée par tous les États ici représentés, qui consacre des principes universels destinés à réguler les relations interétatiques. Parmi ces principes figurent l'égalité souveraine des États, le refus du recours à la force et de la menace par la force, le respect des droits de l'homme sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Tous les États membres de l'ONU s'y sont engagés. Mais nos collègues en Occident ont pour mieux comprendre la situation géopolitique, appelons-les la minorité occidentale, ignorent les principes mêmes de la Charte des Nations Unies. Ainsi, l'Occident n'a jamais tenu compte du principe de l'égalité souveraine des États. Si l'on se penche rétrospectivement sur les crises internationales survenues depuis la création de l'ONU, on constate que jamais, dans aucune de ces situations, l'Occident n'a respecté ce principe, se considérant toujours comme supérieur aux autres. De là viennent l'expression du « milliard doré » et la fameuse phrase de l'ancien haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, affirmant que l'Europe est un jardin d'Éden entouré de « jungle », c'est-à-dire de nous tous. Du même état d'esprit découle la déclaration de l'ancien secrétaire d'État américain Anthony Blinken, selon laquelle ceux qui n'obtiendront pas de place à la table de la démocratie se retrouveront au menu. Voilà quelle est leur philosophie à l'égard du principe d'égalité souveraine. Lorsque l'Occident invoque certains principes pour justifier ses actions, il le fait de manière sélective, choisissant uniquement ceux qui lui sont utiles dans une situation donnée. Dans le cas du Kosovo, il affirmait appliquer le principe de l'autodétermination des peuples, sans aucun référendum, en proclamant unilatéralement l'indépendance. Dans d'autres cas, comme celui de la Crimée, où plus de 95% de la population a voté de manière ouverte et transparente en faveur de la réunification avec la Russie, l'Occident a déclaré qu'il ne reconnaissait pas le droit des peuples à l'autodétermination et qu'il fallait au contraire respecter le principe de l'intégrité territoriale. Ces doubles standards nous sont bien connus. En février 2014, des nationalistes sont arrivés au pouvoir à Kiev à la suite d'un coup d'État armé et anticonstitutionnel, en violation d'un autre principe de la Charte des Nations Unies, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Le fait que ce coup d'État ait été organisé par les États-Unis n'a pas été dissimulé, même par des responsables de l'administration de l'époque, telle l'ancienne secrétaire d'État adjointe Victoria Nuland. Lors d'auditions au Sénat, elle s'est vantée que les États-Unis avaient dépensé 5 milliards de dollars pour provoquer un changement de pouvoir en Ukraine. Cela s'est produit, en réalité, le lendemain même de la signature d'un accord entre l'opposition et le président de l'époque, Viktor Yanukovych. Cela n'a troublé personne. Quant à toutes les garanties apportées à cet accord, l'Union européenne s'en est, comme on dit chez nous, tout simplement débarrassée. Résultat,
Les nationalistes, ayant renversé le pouvoir légitime, ont déclenché contre les habitants de Crimée et du sud-est de l'Ukraine qui rejetaient leur politique une véritable boucherie sanglante en utilisant l'armée, y compris l'artillerie et l'aviation de combat, contre des civils et des infrastructures civiles. Les hostilités, qui ont duré pratiquement un an, n'ont pu être arrêtées que par la signature du paquet de mesures de Minsk, unanimement approuvé par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais comme nous le savons désormais, et comme l'ont reconnu les dirigeants de l'Allemagne et de la France de l'époque, ni l'Occident ni Kiev n'avaient la moindre intention d'appliquer ces accords de Minsk. Ils avaient immédiatement opté pour le sabotage de ce document, avouant qu'ils n'avaient cherché qu'à gagner du temps pour renforcer le potentiel militaire du régime de Kiev. Un autre principe de la Charte des Nations Unies, inscrit à son article 25 et prescrivant à tous les États membres d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité, a lui aussi été piétiné. L'Occident l'a, une fois encore, ouvertement bafoué, tout comme il ignore de nombreuses autres résolutions du Conseil de sécurité, notamment celles prévoyant la création d'un État palestinien. En mars 2014, les habitants de Crimée, puis en septembre 2022 ceux des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que des régions de Zaporojié et de Kherson, ont exercé, à travers des référendums, leur droit à l'autodétermination garanti par l'article 1 de la Charte des Nations Unies. La Fédération de Russie les a reconnus et, face à l'agression persistante du régime nazi de Kiev soutenu par l'Occident, est intervenue pour les défendre, en pleine conformité avec l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui établit le droit des États à la légitime défense, individuelle ou collective. Mais l'Occident n'a pas voulu tenir compte de ces articles de la Charte et s'est contenté de marteler que la Russie avait violé l'intégrité territoriale de l'Ukraine et qu'il fallait la rétablir. Ce faisant, il a délibérément ignoré l'interprétation de la Charte. Or, des années de négociations avaient été consacrées à cette question. Ce processus a abouti en 1970 à l'adoption, par consensus unanime à l'Assemblée générale, de la déclaration relative aux principes du droit international touchant aux relations amicales et à la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies. En ce qui concerne l'intégrité territoriale, il importe de rappeler l'opinion consolidée de la communauté internationale, jamais remise en cause dans les débats. Dans ce document, où la déclaration de 1970 est confirmé le caractère intangible de l'intégrité territoriale et de l'unité politique, mais uniquement pour les États qui respectent le principe de l'égalité des peuples et de leur droit à l'autodétermination, et qui disposent de gouvernements représentant l'ensemble du peuple habitant leur territoire, sans distinction de race, de croyance ou de couleur de peau. Il est évident que le régime de Kiev, qui envoyait en Crimée des trains de l'amitié, remplis de combattants armés, puis bombardait le Donbass, brûlait vifs des gens à Odessa, organisait des épurations ethniques, ne pouvait et ne peut représenter la population de ces terres dont nous parlons. Les responsables, ukrainiens de l'époque qualifiaient publiquement les habitants de Crimée et du Donbass de « sous-hommes », affirmant que leurs enfants pourriraient dans les caves pendant que les enfants ukrainiens prospéreraient. C'est ce qu'a déclaré l'ancien président ukrainien P.A. Poroshenko. Quant à V.A. Zelensky, dès septembre 2021, bien avant le lancement de l'opération militaire spéciale, interrogé dans une interview sur ce qu'il pensait des habitants qui avaient refusé de reconnaître le coup d'État et auquel, selon les accords de Minsk, un statut d'autonomie devait être accordé, il répondit qu'il y a des gens, et il y a des créatures. Dans une autre interview, il ajouta que si quelqu'un vit sur le territoire ukrainien et se considère comme appartenant à la culture et à la langue russe, alors pour l'avenir de ses enfants et petits-enfants, il ferait mieux de partir vivre en Russie. Comment un tel régime, dont le chef tient de tels propos, pourrait-il représenter les populations dont il parle en prétendant qu'il s'agit du territoire de l'Ukraine? C'est une violation flagrante de la déclaration de 1970, et cela doit être perçu comme tel, sans même mentionner le fait qu'en Ukraine, l'usage de la langue russe est légalement interdit dans les domaines de l'éducation, des médias, de la culture et de la communication quotidienne. Si vous allez dans un magasin en Ukraine et parlez russe, on peut refuser de vous servir, voire vous dénoncer à la police. Un texte de loi a récemment été adopté, interdisant l'Église orthodoxe ukrainienne canonique. Comme je l'ai dit au début de mon intervention, la Charte de l'ONU impose de respecter les droits de l'homme sans distinction de race, de sexe, de langue et de religion. La langue russe est la seule au monde, et l'Ukraine est le seul pays à avoir interdit une langue étrangère. Nulle part ailleurs, une langue n'est interdite par la loi. Dans les territoires palestiniens, dans les pays arabes, l'hébreu n'est pas interdit. En Israël, l'arabe ne l'est pas non plus. Mais le russe l'est en Ukraine. À vous d'en tirer les conclusions quant à la conformité de cette situation avec les exigences de la Charte des Nations Unies. Un autre principe de la Charte des Nations Unies est inscrit dans son article 100, selon lequel les membres du secrétariat doivent respecter les principes d'impartialité,
d'objectivité et d'indépendance, et agir dans l'intérêt de tous les États membres. Malheureusement, ces dernières années, nous constatons de graves violations de ce principe d'impartialité. La direction du secrétariat et nombre de ses fonctionnaires issus des pays occidentaux se sont identifiés à une ligne anti-russe, s'appuyant sur les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies adoptées lors de la session extraordinaire d'urgence sur l'Ukraine. 8 résolutions de ce type existent déjà. Un quart à un tiers des États membres n'ont pas voté pour elles. Pourtant, le secrétaire général, Antonio Guterres, affirme qu'elles existent et qu'il est tenu de les mettre en œuvre. Lorsque je lui ai demandé si parmi les résolutions que le secrétaire général doit exécuter figuraient les déclarations que j'ai évoquées, lesquelles imposent le respect du principe de l'autodétermination des peuples, il a esquivé la réponse et continue, dans ses déclarations comme son porte-parole officiel, d'exiger un règlement de la crise ukrainienne sur la base du droit international, de la charte de l'ONU et du principe de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est là un manquement, par le principal responsable du secrétariat, aux obligations que lui impose la charte. La tonalité générale est donnée dans un esprit anti-russe. Fin août de cette année, Guterres a condamné une prétendue attaque russe contre des villes ukrainiennes. Chaque fois que l'Ukraine et ses maîtres européens déclenchent des hystéries en accusant la Russie de frapper des cibles civiles et des populations, nous voyons le secrétariat reprendre ce discours et réclamer, avec l'Occident et l'Ukraine, de punir la Russie. L'armée russe ne frappe jamais de cibles civiles ni la population. À chaque accusation, nous demandons où sont les preuves. Produisez les faits. Et lorsque circulent de faux rapports accusant l'armée russe de crimes qui, plus tard, s'avèrent avoir été commis par le régime de Kiev, les exemples abondent. Nous disposons même d'un montage spécifique que nous vous montrerons le moment venu. Les violations du droit international humanitaire par le régime de Kiev sont si flagrantes qu'il est impossible de les nier. Les preuves sont nombreuses. Pourtant, le secrétariat adopte la ligne inverse et tente de blanchir les actions de Kiev, alors même qu'elles violent les principes fondamentaux du droit humanitaire, interdiction de placer du matériel militaire et des positions de tir dans les zones résidentielles, interdiction de la torture, des mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre et aux civils. Lorsque certaines violations massives du droit international humanitaire ne peuvent plus être niées, alors le secrétariat de l'ONU, à contre-cœur, lance des appels anonymes à la retenue, adressés aux deux parties. Ce fut le cas lorsque tout le monde a pu constater combien les formations nazies du régime de Kiev avaient agi de manière inhumaine en envahissant la région de Koursk, où il n'existe aucun objectif militaire. Elles ont délibérément frappé des magasins, des écoles, d'autres infrastructures civiles. Elles ont massacré et enlevé des civils. Le fait que l'ONU cherche par tous les moyens à disculper le régime de Kiev a été confirmé à maintes reprises, notamment au sujet des événements survenus en avril 2022 à Boutcha. 3 années ont passé depuis que le régime de Kiev et ses tuteurs occidentaux ont fabriqué l'histoire d'un prétendu massacre de civils par des militaires russes. Cela a servi de prétexte pour annoncer de nouvelles sanctions contre notre pays. J'ai interpellé à plusieurs reprises Guterres. Nous avons envoyé une lettre officielle et adressé nos demandes au haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, afin qu'il nous aide à obtenir des données sur l'état de l'enquête concernant cet épisode, que l'Occident avait transformé en tragédie en avril 2022. Notre dernière démarche remonte à septembre 2024. Ce n'est qu'en juillet de cette année que nous avons reçu une réponse, après presque un an contenant des informations pour le moins surprenantes. Selon cette réponse, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a analysé notre requête et conclu que les informations demandées ne pouvaient être divulguées, car cela violerait les obligations de confidentialité vis-à-vis de tiers et risquerait de compromettre la sécurité des activités de l'ONU. Si vous avez compris ce que cela signifie, je vous félicite. Il est évident que le secrétariat ne souhaite en aucun cas exposer ceux qui organisent ces mises en scène sanglantes. S'agissant d'Antonio Guterres, voilà 3 ans que je lui pose la même question. Soit, vous n'avez pas accès à l'enquête, mais ne pourriez-vous pas, monsieur le secrétaire général, user de votre autorité pour obtenir la liste des personnes dont les cadavres ont été montrés dans la rue principale de Boutcha? Ces images ont été diffusées par un groupe de journalistes de la BBC qui se trouvait, par hasard, sur place. J'ai interpellé monsieur Guterres à ce sujet, en privé et publiquement lors de réunions du Conseil de sécurité. Il détourne les yeux avec embarras. Je considère que c'est une honte, tant pour le secrétaire général que pour l'ensemble du secrétariat. Il y a quelques jours, littéralement hier, M. Antonio Guterres a fait une nouvelle déclaration. Il a affirmé ne pas nourrir d'optimisme quant à un progrès rapide dans le processus de paix en Ukraine. Selon lui, il faudrait un cessez-le-feu immédiat, mais un cessez-le-feu qui mènerait à une solution fondée sur la charte de l'ONU, les normes du droit international et les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies.
Je vous ai déjà parlé des résolutions de l'Assemblée générale et des principes de la Charte des Nations unies que M. Guterres ignore, estimant que parmi tous ces principes, un seul doit être appliqué: le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Cela signifie, et les Européens le soutiennent, qu'il faudrait retirer les forces russes des terres dont la population a pourtant voté pour ne pas rester au sein d'un régime nazi. Mais nous ne parlons pas de territoire. Nous parlons du destin de ces hommes et femmes dont les ancêtres, depuis des siècles, ont mis en valeur ces terres, bâti des villes, des ports, des usines, des fabriques, des chemins de fer et que le régime issu du coup d'État a aujourd'hui qualifié de « sous-hommes ». M. Guterres a déclaré qu'après l'invasion de l'Ukraine, la Russie rejetait l'idée même d'un cessez-le-feu et insistait sur la nécessité d'un accord global, c'est-à-dire d'un règlement définitif. Pour lui, tout commence avec l'invasion russe de l'Ukraine. Mais avant cela, en 2014, il y eut un coup d'État, une guerre déclenchée par le régime contre son propre peuple. Il y eut les accords de Minsk, dont l'objectif était de mettre fin à cette guerre, ce que le régime de Kiev n'a pas fait, et qui prévoyait également d'accorder, au sein de l'Ukraine, un statut spécial à certaines régions du sud-est du pays. Tout cela avait été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations unies. Pendant 7 ans, rien n'a été appliqué. Et lorsque, en février 2022, la Russie, après avoir multiplié les tentatives pour mettre fin au sabotage des accords de Minsk, pour arrêter la guerre du régime de Kiev contre son propre peuple, pour instaurer des engagements réciproques en matière de sécurité convenant à l'Ukraine, à la Russie et à l'OTAN, lorsque toutes ces démarches ont été rejetées, nous avons été contraints de répondre à la demande des nouvelles républiques qui avaient proclamé leur indépendance par référendum. C'est seulement alors que M. Guterres a remarqué que quelque chose se passait en Ukraine, qualifiant tout ce que je viens de décrire d'un seul terme: l'invasion russe de l'Ukraine. Il a d'ailleurs déclaré que la Russie rejetait un cessez-le-feu et exigeait un règlement global. Pourtant, nous avons déjà eu un cessez-le-feu et un accord de règlement, en particulier en 2014, lorsque fut conclu un accord pour créer un gouvernement d'unité nationale et organiser des élections. Voilà qui était un règlement. Tout le monde l'avait signé. L'Allemagne et la France en étaient garants. Mais leurs signatures furent foulées aux pieds, et ils l'ont accepté sans sourciller. Ensuite vinrent les accords de Minsk. Ils prévoyaient, eux aussi, un cessez-le-feu et un règlement global. Et eux aussi ont été piétinés avec ce cessez-le-feu et ce principe de règlement global. M. Guterres est enclin à la manie occidentale de gommer l'histoire. L'Occident aime invoquer l'histoire pour justifier ses actions, mais seulement à partir du moment où cela sert ses intérêts. Ainsi, pour lui, il n'y a pas eu de coup d'État en Ukraine. La Russie aurait simplement reconnu la Crimée comme son territoire en réponse à la demande de sa population. On pourrait citer de nombreux exemples de ce type. C'est pourquoi il est affligeant de voir la direction du secrétariat de l'ONU s'aligner de plus en plus souvent sur le front anti-russe occidental, portant ainsi atteinte à l'autorité même de l'organisation. Nous voyons la cause de cette dérive dans le fait que, depuis de nombreuses années, l'Occident s'efforce, et non sans succès, de privatiser, en quelque sorte, les postes clés du secrétariat de l'ONU. Aujourd'hui, 5 à 6 postes de hauts responsables, y compris le secrétaire général et ses adjoints, qui sont directement compétents pour les questions politiques relatives au règlement des conflits, aux opérations de maintien de la paix, aux questions humanitaires, de sécurité, ainsi qu'à l'élaboration de propositions de réforme de l'ONU en vue de son 80e anniversaire. Tous ces postes essentiels sont occupés par des pays membres de l'OTAN. Le premier secrétaire général adjoint de l'ONU est une femme respectable. Elle est représentante du Nigeria, mais possède en même temps la nationalité américaine. À vous d'en tirer les conclusions. Nous allons tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette pratique qui a permis à l'Occident de s'emparer de tous les leviers de direction du secrétariat de l'ONU. Nous allons œuvrer pour que l'on revienne à l'utilisation de la plateforme de l'Organisation universelle afin de rechercher des compromis raisonnables, un équilibre des intérêts de tous les membres de la communauté mondiale. Ces derniers temps, les efforts visant à promouvoir un règlement de la crise ukrainienne se sont intensifiés. Nous saluons les initiatives de nos partenaires, y compris celles des pays du Sud global et de l'Est, de la Chine et du Brésil, ainsi que celles des participants au groupe des Amis pour la paix en Ukraine, créé par Pékin et Brasilia. Nous saluons également les démarches entreprises en leur temps par un groupe de pays africains, dirigé par l'Afrique du Sud. Il existe d'autres initiatives qu'il serait difficile d'énumérer toutes. Je mentionnerai, par exemple, l'intérêt manifesté par la Ligue des États arabes au début du conflit. Nous voyons également que la nouvelle administration à Washington comprend elle aussi la nécessité de régler la crise en reconnaissant les causes premières et en prenant des mesures pour les éliminer. Le 15 août de cette année, une rencontre a eu lieu en Alaska entre les présidents de la Russie et des États-Unis.
Il est alors apparu clairement que l'administration américaine reconnaissait la nécessité de s'attaquer à ces causes profondes. Le président Donald Trump, le seul parmi les dirigeants occidentaux et d'autres pays, l'a déclaré publiquement. L'entraînement de l'Ukraine dans l'OTAN a été une erreur, qui a constitué l'une des causes de ce conflit. Les Américains comprennent également que les populations qui, en signe de protestation contre le régime nazi qui les opprimait, se sont prononcées par référendum pour rejoindre la Fédération de Russie, ne vivront plus jamais sous la férule des autorités actuelles de Kiev. Cette compréhension se reflète aussi dans les initiatives promues par l'administration Trump, dont les représentants ont fait à plusieurs reprises des déclarations publiques en ce sens. Je veux redire ici qu'il ne s'agit pas de « territoire ». L'Occident aime dire « voilà des concessions territoriales que la Russie voudrait obtenir pour elle-même, cela n'arrivera pas ». Ce ne sont pas des territoires, ce ne sont pas des parcelles de terre. Ce sont les destins de personnes que le régime de Kiev et ses maîtres occidentaux ne considèrent même pas comme des êtres humains, qu'ils veulent détruire de toutes les manières possibles, y compris par la loi. J'ai déjà mentionné que leurs droits ont été légalement éradiqués. De la même façon, l'administration américaine comprend que les violations des droits de l'homme, notamment linguistiques et religieux, sont absolument inacceptables. Nous avons en particulier évoqué les actions ouvertement provocatrices du régime de Kiev interdisant l'Église orthodoxe ukrainienne canonique. Nous constatons en parallèle que Kiev tente par tous les moyens de saboter la ligne de l'administration américaine. Il y a eu une déclaration de Volodymyr Zelensky lorsqu'il réfléchissait à ce que pourrait être une victoire pour l'Ukraine. Il a dit que si l'Ukraine préservait sa souveraineté étatique, même pas dans les frontières de 1991, ce serait déjà une victoire, puisque la Russie veut les détruire entièrement. Cet aveu signifiait qu'il comprenait l'impossibilité de revenir à la situation antérieure, comme si rien ne s'était passé. Mais il y a quelques jours, s'exprimant lors d'une conférence internationale, il a déclaré que céder à Vladimir Poutine la moindre parcelle de terre ukrainienne, cela n'arrivera jamais. Selon lui, certains pourraient penser qu'un échange territorial ou la tentation offerte au président russe de rétablir le commerce avec l'Amérique pourrait arrêter la guerre. Ce n'est pas le cas. Ce qui importe avant tout aujourd'hui, dit-il, c'est l'isolement de la Russie. Il faut confisquer les avoirs russes et les remettre à l'Ukraine, il faut continuer d'armer Kiev, car il manquerait d'armes et de soutien occidental. En réalité, Volodymyr Zelensky veut empêcher les forces saines en Occident de suivre une voie raisonnable. Il a même évoqué la République populaire de Chine, disant qu'il fallait motiver Pékin à choisir une trajectoire sans guerre, ce qui dépendrait en grande partie des États-Unis et de l'Europe. Il monte donc Washington et l'Europe contre la Chine. Comme dit le proverbe, diviser pour régner ou aggraver les tensions. C'est ainsi que se comportent bien des opportunistes et des aventuriers. On nous accuse sans cesse de ne pas vouloir négocier. Mais nous voulions des négociations dès 2014 et en 2015. Ces négociations ont abouti à un résultat. J'ai déjà expliqué que nous avons été trompés de façon grossière, consciente et sans aucun scrupule. Aujourd'hui, on nous dit la même chose. Le 10 septembre de cette année, le ministre de la Défense ukrainien, ancien Premier ministre Denis Shmyhal, répondant à une question sur l'existence de conditions pour des pourparlers, a déclaré « Pour l'instant, il n'y a pas de conditions. Nous devons travailler ensemble, renforcer la pression des sanctions. Nous avons besoin de toutes les armes nécessaires. » Voilà comment ces gens considèrent leurs propres slogans et appels. Nous voyons bien qu'à Kiev, on s'aligne sur l'opinion du « et parti de la guerre ». En Europe et aux États-Unis, certains responsables politiques, surtout au Congrès, appartiennent à ce parti. L'envoyé spécial du président Trump, Stephen Witkoff, qui a participé à la rencontre en Alaska et se rend régulièrement à Moscou, défend une compréhension commune de la manière d'aboutir à un règlement durable et fiable convenant à tous. Comme nous le savons, il a transmis à la partie ukrainienne ses appréciations sur les résultats de la rencontre d'Alaska. À en juger par ce que nous avons compris, ces appréciations, réflexions et propositions sont rejetées par le régime de Kiev. C'est ce que montrent d'ailleurs les citations que je viens de rapporter. Il est clair que tant les Européens que le régime ukrainien tentent de convaincre Donald Trump d'abandonner ses efforts de médiation, de revenir à la confrontation avec la Russie, et de transformer en somme la « guerre de Joe Biden » en une « guerre de Donald Trump ». Il est évident que de nombreux dirigeants européens, y compris à Paris, Berlin, Londres et Bruxelles, sont préoccupés par cette situation. Le Bruxelles de l'Union européenne et de l'OTAN part précisément de cette logique. Leur objectif est de faire échouer le processus de paix. La rencontre en Alaska a suscité une réaction négative. Aussitôt, les dirigeants européens se sont précipités à Washington et, en affichant leur loyauté, ont tenté par des méthodes sophistiquées d'empêcher l'administration de Donald Trump d'avancer sur la voie d'un véritable règlement,
préférant continuer à accroître la pression des sanctions qui n'ont aucun sens et n'exercent aucune influence décisive sur l'économie russe et à inonder le régime de Volodymyr Zelensky d'armes. Ces derniers temps, ils évoquent même la formation de soi-disant forces de maintien de la paix, qui seraient en réalité des forces d'occupation, ou encore l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. À présent, ils débattent pour savoir s'il est possible d'abattre des engins au-dessus de l'Ukraine depuis le territoire de pays voisins, ou s'il faut attendre que ces engins atteignent la frontière. Nous avions en Russie deux grands écrivains satiriques, Ilya Iliev et Evgeny Petrov. Dans l'un de leurs romans, ils décrivaient comment, au début du pouvoir soviétique, des gens se réunissaient dans des lieux publics pour disserter de la politique de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Union soviétique, qui venaient tout juste d'être créés. Ces écrivains les qualifiaient de « gilets à pic », des gens qui n'assument aucune responsabilité, mais aiment se donner des airs d'hommes d'État et parler de questions qu'ils sont incapables de résoudre. L'Europe tente manifestement, et avec un certain sans-gêne, de s'imposer une place à la table des négociations, alors même qu'avec la posture revancharde qu'elle adopte et son idée fixe d'infliger à la Russie une défaite stratégique, elle n'a rien à y faire. L'Europe envisage d'envoyer ses contingents en Ukraine. Nous avons déjà annoncé qu'ils seraient considérés comme des cibles militaires légitimes et elle tente de promouvoir des garanties de sécurité pour l'Ukraine, élaborées sans notre participation et, de manière flagrante, dans une optique de création de menaces militaires à l'encontre de la Fédération de Russie. Imaginez qu'une partie de l'Ukraine devienne un territoire où stationnent des forces de maintien de la paix et où s'appliqueraient des garanties de sécurité occidentales dirigées contre la Fédération de Russie. Cela ne signifierait qu'une chose, l'Occident aurait occupé l'Ukraine. Si aucune modification de la législation ukrainienne n'intervient, cela signifiera que, dans ce territoire occupé par l'Occident, les unités militaires occidentales protègent le régime nazi et appliquent des lois interdisant l'usage du russe dans toutes les sphères de la vie, ainsi que l'Église orthodoxe ukrainienne canonique. Voilà ce que l'Occident protège et ce qu'il cherche à obtenir. Nous insisterons pour que des garanties de sécurité soient instaurées. Nous l'avons exigé dès février 2014 et de nouveau l'année suivante, lorsque furent conclus et approuvés à l'ONU les accords de Minsk. Ces garanties de sécurité doivent pleinement correspondre aux engagements de l'Occident inscrits à la fois dans la Charte des Nations Unies et dans les documents adoptés par consensus à l'OSCE, à Istanbul en 1999 et à Astana en 2010. Ces garanties de sécurité, comme il avait alors été convenu, doivent reposer sur le principe de l'indivisibilité de la sécurité, ainsi que sur le principe selon lequel aucun pays n'a le droit de renforcer sa propre sécurité au détriment de celle des autres. C'est précisément ce que l'Occident tente aujourd'hui de faire en Ukraine, s'efforçant de la sauver de l'effondrement total.